Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 264 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, nous allons parler des Portland Trail Blazers dans le cadre de notre série des bilans 2024 équipe par équipe. Pour ceci, nous recevons FD et François Damien de QI Basket que vous connaissez, et pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, des petits likes ou des petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de nos bilans de 2024, bilan équipe par équipe, autrement appelé aussi les stats de la saison. Et aujourd'hui, c'est un grand habitué, quelqu'un que vous connaissez bien sûr, c'est FD de l'Hebdo. Comment vas-tu, FD ? Super, ça va super. Je suis extrêmement heureux de venir parler de Duaprief pendant 2 heures. C'est clairement l'objectif, hein. C'est clairement pour ça que tu as eu cette équipe, toi, parce qu'il y a Duaprief dans l'équipe dont tu nous as parlé en novembre déjà. J'ai pas compris, dans l'introduction, tu as dit 5 stats sur les Blazers. Mais moi, j'ai 5 stats sur Duaprief. Non, c'est 10 même. 10 stats, c'est pas 5, c'est 10. Donc, il y a le mi-distance, le drive. Ouais. Alors, pardon, j'ai dit FD de l'Hebdo. T'as fait plus d'Hebdo que d'articles de QI Basket, on est d'accord, cette saison, a priori. Ouais, est-ce que j'étais à plus de 1 hebdo ? Donc oui. Ouais, effectivement. Ouais. Mais bref, donc FD, vous connaissez. Et donc, les bilans 2024, qu'est-ce que c'est ? Notre format des stats de la saison, c'est faire des bilans à travers 10 points clés, donc 10 stats, qui sont soit des stats hyper intéressantes qu'on a envie de faire ressortir à la surface, soit sinon juste un prétexte pour parler de tel ou tel sujet, de parler de jeu. Vous le savez, quand on cite des chiffres, c'est surtout pour parler de jeu. Donc, c'est un peu l'objectif. 5 stats chacun. On peut commencer directement. Quelle est donc ta première stat du jour à nous présenter sur les Portland Trail Blazers 2024 ? 0,82. Et on va pas faire les devinettes, je pense, parce que 0,82, ça pourrait être plein de choses. C'est les points par tir sur pick and roll de nos amis Trail Blazers cette année. De l'équipe, tu veux dire ? Oui, de l'équipe. Ouais. Alors, oui. Donc, c'est la 3e pire efficacité de la ligue sur pourtant le pick and roll qui représente à peu près 20% de leurs tirs, ce qui est la 5e fréquence de la ligue. Donc, on est en 5e plus grosse fréquence de la ligue et 27e efficacité. Pourquoi je voulais parler pourquoi je voulais parler de cette stat collective. Je sais qu'après on va plutôt rentrer sur de l'individuel, mais c'était pour poser quelques éléments de contexte sur cette équipe, pour qu'on comprenne mieux derrière, quand on va parler des individualités, dans quel contexte elles s'inscrivent. Qu'est-ce que ça dit, cette stat de pick and roll ? Ça met déjà en valeur le fait que le guard play, donc le jeu des postes 1 et 2, enfin le poste d'initiation, ça a été très compliqué cette année. Très compliqué cette année, d'autant plus avec la blessure de Malcolm Brogdon. On en avait effectivement parlé en novembre lors de l'Hebdo. Malcolm Brogdon, en début de saison, il s'est transformé en une espèce de pièce centrale d'un héliocentrisme de piètre qualité, mais en tout cas où Malcolm Brogdon avait beaucoup la balle dans les mains, prenait beaucoup de tirs et créait beaucoup. Il s'est blessé, il me semble, au mois de février, mais même il avait perdu un petit peu en utilisation à mesure que les Anthony Simons, Sheldon Sharp étaient revenus de blessure. Tout ça pour dire, voilà, le guard play cette année c'était très très compliqué. Et puis on parlera, je pense, aussi après de DeAndre Ayton, mais voilà, le pick and roll s'explique aussi parce que collectivement c'était du pick and roll par défaut, en fait. C'était une équipe qui faisait beaucoup de pick and roll parce qu'il n'y avait pas grand chose autour. Il n'y avait pas énormément d'autres systèmes un petit peu plus approfondis. Donc voilà, c'était ça, un spacing jamais optimal, on va dire, des éléments à la fois dans l'initiation et dans la finition intérieure qui n'étaient pas super performants cette année, et puis même un environnement tactique qui faisait que c'était compliqué pour les joueurs d'être efficaces. Oui, puis il y a un côté où même si tu joues plein de pick and roll, le problème c'est que si t'as pas des bons joueurs, du coup tu ne mets pas les tirs à la fin, quoi. Donc il y a un peu cet aspect-là, je pense, et en effet je pense que ça raconte plus de choses sur le talent des joueurs que pour le coup sur le côté tactique de Chauncey Billups. Et Dieu sait que j'ai envie de lui taper dessus, quelqu'un qui n'a jamais voulu travailler assistant coach et qui voulait juste qu'on lui donne un poste de coach directement, voire de GM, d'ailleurs. Il a aussi réclamé GM. Donc j'aime bien lui taper dessus, mais je dois dire que moi je lui tape dessus plutôt pour ça, pour ce côté. J'ai jamais jamais vraiment été assistant coach à part une année où il s'est résigné à le faire. Mais je sais pas toi ce que t'en penses, mais juger un peu la tactique d'une équipe à ce point mauvaise et à ce point sans talent, j'aime pas trop le faire, moi, en tout cas.
Effectivement, non, c'est sûr. Ceci étant dit, j'ai quand même trouvé que c'était relativement pauvre en termes de, Oui, ça reste simpliste. en termes de structure offensive. Parce que mine de rien, on en parlera après, hein, mais il y avait des outils pour moi pour faire des choses intéressantes, ou au moins mettre les jeunes joueurs dans des conditions dans lesquelles ils pouvaient avoir des répétitions qui comptent. Parce que mine de rien, enchaîner des pick and roll mais avec un spacing horrible et aucun mouvement en amont, enchaîner des isolations un peu par défaut, c'est pas non plus ça qui va permettre de développer des Anthony Simmons, des Scoot Anderson, Shadon Sharp, etc., etc. Donc je sais que Baptiste est un peu frustré là-dessus aussi. Je trouvais qu'il y avait quand même des choses à faire avec cette équipe, et j'ai été un petit peu déçu par ce qui a été proposé tactiquement, même si évidemment ça part des joueurs et la qualité, et c'est pour ça que je voulais parler de pick and roll au début. La qualité des joueurs était pas encore là, en tout cas pas pour cette saison. On verra dans le futur. Ouais. Oui, et puis en plus, comment dire, une saison classique dont on fait un peu de tanking, donc tout le monde a toujours parfois un peu des blessures à droite à gauche, etc. Donc ouais, un peu décevant. Alors si tu me permets, je peux donner ma première stat du jour, puisque c'est un peu dans la continuité. Première stat du jour, moi j'avais 4, puisque c'est 4, c'est le quatuor de la mort. C'est le c'est le carré tragique. Je parle de Charlotte, Détroit, Portland et Washington. 4 équipes à moins 10 de net rating. Et je le dis parce que c'est quand même une anomalie, c'est d'avoir à ce point autant d'équipes au niveau de la barre symbolique des moins 10 de net rating, donc de différentiel attaque-défense. C'est 4 équipes vraiment très mauvaises, et donc Portland, bravo, Portland en fait partie. Et pour dire à quel point c'est rare, hein, d'habitude, j'ai regardé depuis plus de 10 ans, on a souvent une équipe qui le fait parfois par an, parfois 0, et parfois 2, mais 4 d'un coup qui sont toutes les 4 à moins 10, c'est rare, c'est inédit, vraiment. Donc un niveau de médiocrité assez élevé cette année, pour le coup. Et non, pourquoi je parle de ça, c'est bon, déjà pour le côté net rating, très mauvais, bien sûr. Mais quand on regarde un peu dans le détail, comme tu dis, et c'est là où je te rejoins, hein, sur l'attaque, le côté attaque simpliste, etc. On est sur la 29e attaque de NBA et 23e défense, mais l'attaque est vraiment catastrophique, vraiment. Donc c'est pour ça où finalement je veux bien te rejoindre un peu pour taper sur Chauncey Billups, mais en effet on a une attaque assez catastrophique, et après je parlerai plus de stats collectives, mais on a le 30e IFG. Donc le IFG, c'est l'adresse. Alors je parle des 4 factors qui sont les 4 facteurs stats pour définir soit une attaque soit une défense, mais donc si on prend ceux de l'attaque, 30e et bon dernier au premier, donc l'IFG sur l'adresse pure. 30e au niveau des turnovers aussi, donc beaucoup de pertes de balles. 3e élite au niveau du rebond offensif, voilà. Et puis 21e au niveau des lancers francs, donc pas bon non plus. Et puis même on continue, un 30e au niveau de l'attaque de demi-terrain, et 27e d'ailleurs en fréquence de transition, donc ils sont pas très bons sur demi-terrain, ils font peu de contre-attaque, et aussi 27e à l'efficacité des transitions, ils sont 30e et bon dernier à l'efficacité au panier, 30e à l'efficacité sur les short mi-distance, donc ni au panier ni un peu autour du panier, la zone des flotteurs, ils sont bons, 27e aussi à l'efficacité à 3 points. Bref, t'as compris, on est sur une attaque qui est spectaculairement mauvaise en fait. Ouais, et qui en plus fait pas de passes décisives non plus. Il y a ça aussi. Et ouais, alors sur le rebond offensif, j'y ai pensé quand je faisais mes recherches, mais je me suis dit, mais en fait ils font comme New York, ils jouent le jeu des possessions, sauf qu'en fait leur true shooting percentage est tellement mauvais que, ou leur IFG, c'est la même chose, c'est la même donnée, mais les tirs qu'ils prennent sont tellement mauvais qu'au final, avoir sur un match 4 ou 5 tentatives de plus, ça va pas t'empêcher tu vas quand même avoir un net rating de 10, quoi, de moins 10. Et oui, là, je m'étais noté effectivement. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que pour une équipe déjà aussi jeune, mais en plus qui a pas de réelle création sur demi-terrain, je m'étais dit, quitte à être comme ça, autant prendre énormément de tirs à 3 points. Tu vois, et même là, en fait, sur la répartition, ils sont à 64% de tirs à 2 points, 36% de tirs à 3 points. Même là, en fait, ils sont dans le top 5 d'équipes NBA qui prennent le plus de tirs à 2 points. Sur 100, quoi, en répartition. Donc, ils sont même pas tombés dans ce... Voilà, bon, on est déjà pas bon, autant prendre des tirs à 3 points. Statistiquement, on sera meilleur. Et surtout, on va jouer vite, en fait. Moi, c'est ça qui m'a surpris avec des joueurs, Scoot Anderson.
Voilà, bon, ça vient peut-être aussi d'Andre Ayton. Je pense qu'on va taper un peu on va tirer sur l'ambulance plus tard. Mais ouais, j'étais vraiment surpris que ça court pas plus que ça. Mais ça vient aussi du fait, en fait, on joue peu de transition quand on n'est pas bon en défense. Et on n'a parlé que de l'attaque, mais même la défense, on est dans les 10 pires équipes de la ligue. Donc, si on génère pas de perte de balles, si on génère pas des tirs compliqués, bah, c'est compliqué d'avoir de la transition derrière. Donc, effectivement, c'est un peu un cercle vicieux qui fait que l'attaque est pas bonne et puis la défense est pas si bonne que ça, donc on n'a pas de panier facile. Alors qu'en plus, bon, il y a des blessures à droite à gauche, on est d'accord. Mais l'effectif, et j'en avais parlé, je crois, dans les previews, l'effectif est pas si mauvais que ça, en soi. Tu vois, comparé à d'autres équipes de tanking, Brogdon, c'est compétent. Ayton, c'est pas parfait, c'est compétent. Jeremy Grant aussi. Anthony Simons aussi. Robert Williams. Tu rajoutais Robert Williams sur le papier, comme tu dis, qui était blessé, mais au début de saison, on pensait pas. Mais Matisse Thybulle aussi. Bon, il aide pas beaucoup en attaque forcément, mais c'est quand même un vrai joueur NBA établi, quoi, je veux dire. Voilà, t'as des pièces à droite à gauche. Tu rajoutes aussi Scoot Anderson. On attendait des trucs, on en reparlera. Mais Scoot Anderson, qui était deuxième choix de la draft, qui était le rival de Wembanyama, etc., etc. Bon, bah, il y avait quand même du talent. Ouais. En plus, t'as des gens qui ont émergé, Toumani Camara ou des mecs comme ça, ou Diop Reese. Et pourtant, il y a quand même un niveau de talent pur, mais il n'y a pas le résultat. Donc, vous pouvez aller regarder les previews de QI Basket. On avait fait les Blazers. Ou non, c'était quand on avait fait le classement. On avait fait un live où on présentait tous nos classements. Et moi, en fait, je comprenais pas qu'on mette les Blazers aussi bas. On les avait mis derrière les Spurs. Et puis, en fait, tu regardes le live et puis... à un moment, je dis, mais les gars, en fait, vous vous rendez compte que dans l'équipe, il y a quand même Ayton, enfin, tous les mecs que tu as cités, et je dis, mais vous vous rendez compte qu'ils sont quand même là dans l'effectif. Donc, je crois que je les mets même devant les Rockets. J'avais pas vu les Rockets aussi bons cette année. Enfin, aussi bons. Au final, ils sont pas si bons que ça, mais voilà. Je les voyais pas. Et en fait, je dis, mais c'est pas possible. Même les Grizzlies sans Ja Morant, c'est pas meilleur. Et bah, il s'avère que si. Si, mais ça vient des blessures, et puis j'ai une stat là-dessus, si tu veux enchaîner. T'as une deuxième stat du jour à nous présenter, alors vas-y, je t'en prie. Ouais. 68, c'est le nombre de minutes passées ensemble sur le terrain par DeAndre Ayton, Sheldon Sharp et Anthony Simons sur la saison. Pourquoi j'ai choisi ces trois-là parce que DeAndre Ayton, bon, c'est... En fait, en termes de production pure, c'est les trois desquels j'attendais le plus. Et je pense que c'est trois pièces centrales de leur corps, en fait, de leur cœur d'effectif. J'exclus Jeremy Grant parce que je pense que Jeremy Grant aura des velléités de trade ou sera plus utile ailleurs. Mais je me disais, voilà, Ayton, Sharp, Simmons, c'est trois pièces centrales de ton projet. Et cette année, elles ont passé 68 minutes ensemble sur le terrain. Et donc, c'était aussi le deuxième élément de contexte que je voulais donner sur cette équipe. Il y a eu énormément de blessures. On parle pas de Robert Williams en plus, qui a manqué presque l'intégralité de la saison. Mais il y a eu énormément de blessures qui ont empêché cette équipe de prendre un rythme et vraiment de commencer un projet. Donc, si aujourd'hui je suis fan des Blazers, je regarde cette saison et je me dis, en fait, on n'a pas avancé sur temps, on n'a pas vraiment avancé, quoi. Parce que les répétitions sont pas vraiment là, ou quand elles sont là, elles sont vraiment faites dans un contexte un peu compliqué. Donc voilà, moi c'était ça aussi une de mes frustrations par rapport à cette saison, c'était les membres importants de ton effectif n'ont pas joué ensemble en fait. Oui, parce qu'en plus c'est les deux jeunes, Anthony Simons et Sheldon Sharp, plus le mec que tu viens de récupérer et que apparemment Portland voulait. Donc c'est vrai que ça a un sens de parler de noyau dur avec eux en particulier, quoi. Et en effet, je pense que les autres il y a un peu vocation à les échanger à terme. Jeremy Grant, Malcolm Brogdon d'ailleurs, qui aurait pu être échangé cette année. J'étais étonné qu'il ne le soit pas. Mais même des Matisse Thybulle, même des Robert Williams, voilà, eux ça va se faire échanger, on le sait a priori. Alors que les jeunes, ils sont jeunes et ça compte sur eux. Et puis Ayton, ils sont allés le chercher. Mais oui, effectivement, je pense que peut-être qu'on va s'arrêter là au niveau des stats collectives. Des stats collectives. J'en ai plus après, t'inquiète. Je peux te lancer alors, quelle est ta deuxième grande stat du jour à nous présenter aujourd'hui pour les Portland Trail Blazers 2024? Alors du coup on passe sur de l'individuel. 78, et ça celle-là je pense que tu l'as. 78, c'est le nombre de lancers francs tentés par DeAndre Ayton, qui, je rappelle, DeAndre Ayton, donc 78 lancers francs tentés,
il a joué 53 matchs à 32 minutes de moyenne. Oui. Ce qui donne 1700 minutes. Ouais, ce qui donne un free throw rate plus, donc la propension à aller sur la ligne par rapport à la moyenne de la ligue. La moyenne de la ligue est à 100. DeAndre Ayton est à 45. Ouais. 45. Et encore, c'est une moyenne de la ligue qui prend en compte l'ensemble des postes. Je pense que si on faisait la même stat, mais en prenant que les pivots, je pense qu'on serait encore moins. Enfin, je pense que le chiffre serait encore moins Oui, que 45. on est encore moins, en effet. Ouais, je sais pas si tu l'as sur Clean the Glass, Oui, j'avais pris, bon c'est pareil, hein, j'avais pris le shooting foul percentage, à quel point les fautes provoquées pendant une tentative de tir. Ouais. Effectivement, minimum 1000 minutes, 201e joueur sur 241. Voilà. Et spécifiquement au big, il est 66e sur 70 pivots. 66 sur 70 pivots. Donc voilà. Ouais. C'est frustrant parce que DeAndre Ayton, en fait, on l'a vu à Phoenix. Alors, il a 2 saisons où vraiment, en termes de finition au cercle, il a des standards de très très haut niveau. Pas la dernière saison à Phoenix, où là c'était un petit peu plus compliqué, même collectivement et puis en termes de vestiaire, mais les 2 saisons précédentes, c'était excellent. Et en fait, il a déjà montré qu'il pouvait être excellent au cercle. Et c'est frustrant qu'il n'arrive pas à provoquer des fautes, ou qu'il décide de ne pas provoquer des fautes, parce que c'est plutôt ça le problème. Parce qu'il a un toucher, en fait, il a un super toucher. Il est déjà à 72% de réussite au cercle. Il est à 49% de réussite sur le mid-range. Alors moi, mon site, le mid-range, il prend aussi la zone de flotteur. Donc c'est flotteur plus tir à mi-distance. Donc il a déjà ces 2 marques qui sont très bonnes. Et en fait, on se dit, mais ce serait encore mieux s'il allait sur la ligne, en fait. C'est un peu frustrant. D'autant plus, en fait, qu'il a cette capacité à s'auto-créer des touches près du cercle. J'explique, c'est pas quelqu'un qui a forcément besoin qu'on lui fasse la passe. Pourquoi ? Sur les rebonds offensifs, sur les putbacks, il est à 10,7% d'offensive rebound percentage. C'est dans le 89e percentile de NBA. Et il a cette capacité à dig les défenseurs, c'est-à-dire à se placer près du cercle, mettre le défenseur dans son dos et demander la balle sous la raquette. Et demander la balle sous le panier, pardon. Donc il est capable de s'auto-créer des touches près du cercle, mais il n'est pas capable de les exploiter au maximum, parce que souvent, en fait, il va tenter un hook shot, ou il va se tourner, il va prendre un fade away, alors qu'il pourrait monter, aller chercher le contact et provoquer des fautes. Donc c'est une frustration qu'on a tous beaucoup, je pense, avec DeAndre Ayton, mais cette année, c'était encore exacerbé. Oui, c'est un truc où il a toujours été mauvais. Même à l'époque de la draft, on en parlait. Même à l'époque de Phoenix, on en parlait. C'est un peu une anomalie pour ce genre de pivot d'être à ce point très, très peu provocateur de lancer franc et de faute, en fait. Il y a vraiment une tendance à ne pas vouloir du tout aller au contact qui est assez étonnante, qui s'explique aussi peut-être par son développement et le fait qu'il a toujours été plus grand que la moyenne, mais surtout avec un peu de toucher de balle. Donc c'est aussi un des meilleurs, je trouve, finisseurs un peu plus loin du panier. La fameuse zone des flotteurs, voilà, de l'époque des Suns, c'est tu donnes la balle à Ayton dans la raquette à peu près n'importe où, il a son petit push shot qui marche, quoi. Parce qu'il a ce toucher de balle. Et je me demande à quel point le fait qu'il ait toujours eu ça fait qu'il a jamais voulu ou eu besoin en fait de développer le côté je vais attaquer le contact. Et sauf que, bon, on l'a toujours connu comme ça, même à la draft, hein, comme dit, même à la draft, on le disait. Mais là, c'est un step supérieur parce que là, on est autour des 5% de shooting foul percentage. Vous savez pas à quoi ça représente. Moi non plus, de tête, on n'a pas l'échelle. Sachez qu'il était déjà très mauvais l'an passé, les années d'avant, autour des 8%. Et là, on a encore chuté à un niveau stratosphérique. Donc, il n'avait jamais été à ce point catastrophique. Là, on approche de la caricature, quoi. Le côté, je ne vais jamais au lancer franc, quoi. T'as dit combien ? 50 en 1700 minutes, c'est ça ? 78. Non, 78 en 1700 minutes. Ouais. Bon, et pour dire, hein, au niveau de cette stat du shooting foul percentage, à quel point tu fais des fautes pendant une tentative de tir, donc pas seulement en général, mais à quel point tu provoques des fautes pendant la tentative de tir, il a un score qui est moins élevé que des mecs qui sont des shooters en sortie d'écran, que des Sam Hauser, que des Buddy Hield, que des Malik Monk, que des Grady Dick, que des Kevin Huerter, Isaiah Joe. Donc des mecs qui, a priori, quand tu prends des 3 points, t'es quand même moins susceptible d'avoir une faute sur des 3 points qu'au panier, hein, on est d'accord. Donc il a moins que ces gens-là. Il a moins que des vieux qui tombent en morceaux du genre Chris Paul, Batum, Al Horford et Joe Ingles qui a 42 ans. Et il a même moins
que des défenseurs de type Dorian Finney-Smith, Royce O'Neal, Haywood Highsmith, etc. Là, on approche vraiment d'un côté caricatural. Et ça a toujours été une faiblesse, mais là, c'est à un point où on se dit, mais c'est pas possible, quoi. Faut faire un truc. Là, on a littéralement un ailier qui joue pivot, quoi. Enfin, ou plutôt un pivot qui joue ailier, dans le sens inverse même. Ouais. Et c'est frustrant parce que physiquement, en fait, il est capable de prendre les contacts. Et quand on le voit arriver, quand il est à Arizona à la fac, on se dit, ouais, en fait, c'est une force physique, il va dominer physiquement. Et en fait, oui, il y a des moments où il peut dominer physiquement, notamment sur le rebond offensif, où sa taille plus sa force, tu vois la différence. Mais une fois qu'il a la balle, c'est comme s'il se transformait en quelqu'un qui arrive pas à absorber les contacts, qui a besoin de s'éloigner du panier, qui se fait un petit peu pousser. Et ouais, c'est frustrant. Ouais, je suis d'accord. Et qu'est-ce que tu penses généralement de sa saison au global, au-delà de ce côté faute qui, du coup, évidemment, n'aide pas, mais comment tu évalues un peu tout ça? Et d'ailleurs, même au-delà de sa saison, je sais que les Blazers sont allés le récupérer et le voulaient absolument. Bon, est-ce que pour toi, il y a un potentiel? Quel est le potentiel pour toi d'Ayton, notamment offensivement? Je pense que cette année, c'était la preuve, s'il en fallait une, que DeAndre Ayton ne pouvait pas être une pièce centrale de ton attaque. Ou en tout cas une pièce, la pièce maîtresse, quoi. L'option numéro 1 ou l'option numéro 2. Je pense qu'on a tous été un petit peu déçus là-dessus, ou en le voyant, forcément à Phoenix, bon, il y avait les armes autour, donc c'était normal qu'il ne le soit pas. Mais en le voyant arriver à Portland, on s'est dit, bon, tiens, Chauncey Billups, il va nous faire une année 90, il va lui donner des ballons post-up, il va dominer, on va faire passer le jeu par lui. Pas du tout, en fait. Pas du tout. Il a été utilisé comme finisseur, comme poseur d'écran. Il a pas plus de post-up que les années précédentes. Et pourtant, c'est quelque chose, si tu me dis si je dis une bêtise, hein, mais c'est quelque chose qu'il avait demandé à Phoenix. Il était frustré de ne pas avoir de ballon au poste bas. Finalement, cette année, c'était pas plus que ça. Donc, un excellent finisseur au cercle. Je garde ça malgré les problèmes de lancer franc. Enfin, de provocation de lancer franc, parce qu'en plus, il l'aimait quand il y va. C'est ça qui est dommage. Il a quand même cette valeur qui est intéressante de tir à 4, 5, 6 mètres, tir à mi-distance sur du pick and pop. C'est un bon poseur d'écran. Autant à Phoenix, parfois, j'ai l'impression que quand il posait des écrans, il n'y avait pas d'impact physique. Autant cette année, je trouve que quand même, il arrive à créer de la séparation pour son extérieur. Donc tu as un bon poseur d'écran, quelqu'un qui tire à mi-distance, un bon rebondeur, et quelqu'un qui finit très bien au panier. On a un pivot titulaire de NBA d'un bon niveau, mais on attend plus de DeAndre Ayton, en fait. Mais je pense que cette année, on a vu que c'était ça son plafond. C'est un peu ça. Et c'est là-dessus où on a toujours été en désaccord. Enfin, pas toi, je veux dire, mais il y a toujours eu ce désaccord à propos de Ayton. Et notamment les gens qui voulaient qu'il soit pris à la draft numéro 1, qui argumentaient un peu là-dessus. Pour moi, c'était des gens qui pensaient qu'il y avait un potentiel de créateur, alors que non. Il y a pour moi, il n'y a pas un potentiel de créateur d'élite, ni dans le scoring, ni dans le passing non plus. Parce que cette année, on l'a vu. Aussi, c'est important. Cette année, on l'a vu. S'il en avait un, on l'aurait responsabilisé dans cette attaque où il n'y avait rien d'autre. Mais exactement. C'était pas le cas. Et notamment au post-up, tu vois, comment est-ce que tu crées de l'attaque au post-up? Il faut que tu aies un mec qui sache passer en fait au post-up. C'est ça. Donc ça aussi, c'est là-dessus où il y a toujours eu cette différence entre nous et eux, entre ceux qui ont beaucoup aimé le potentiel offensif de Ayton et de l'autre côté d'autres dont je faisais partie qui disaient non, ok, c'est un pivot très grand, très long, qui a du jump shot, qui a un turnaround jumper, etc., qui a un peu de post-up, mais ça n'en fait pas un créateur, un futur go-to-guy, quoi. Et là-dessus, comme tu dis, on a un peu la confirmation cette année, et j'ai toujours trouvé, moi, que la meilleure version d'Ayton qu'on ait jamais vue, c'est la version je suis le joujou de Chris Paul, donc je suis un défenseur, un pivot défenseur très polyvalent, plus un rôle de catch and finish, quoi. Ça paraît réducteur, mais c'est là-dessus qu'il est vraiment le meilleur, parce que explosivité immense avec des bras interminables, donc il y a cette verticalité, et c'est dommage qu'il soit pas plus utilisé comme ça. Et bon, évidemment, cette année, notamment, tu vois, son pourcentage de panier assisté, ça montre bien ça. C'est-à-dire qu'on est redescendu plus bas que ça pouvait être le cas à l'époque de Chris Paul, où il était à plus de 80%. Là, on est à 74% à peine de panier assisté, donc c'est un peu baissé. Il crée un peu plus pour lui. Et notamment, surtout, la plus grande différence, c'est le pourcentage de panier assisté spécifiquement dans la zone du panier. C'est-à-dire qu'il a toujours été en carrière autour des 75%, 78, 79% de ses paniers,
ses tirs au panier étaient assistés, ses paniers au cercle, pardon, étaient assistés. Là, on est à peine à 62. Tu vois, à peine 62% de ses paniers sont assistés au niveau du cercle. Donc, il y a un peu plus de création, moins de finition pure. Et sauf que moi, comme tu dis, j'aime pas trop l'aspect création. Quelques stats aussi de création. Très simple. Post-up 2,4 par match, 26e sur 26 en termes d'efficacité. 26e sur 26 parmi les joueurs qui en prennent un certain nombre. 2 par match, je crois, minimum 2 par match. Et pour dire, la stat brute, il est à 0,83. Les meilleurs de NBA, Jokic, il est à 1,13. Voilà. Ouais. Et puis Porzingis, c'est 1,30 carrément. Porzingis, mais c'est pas le même type de post-up aussi. Mais voilà, il y a un tel écart. Donc le post-up, pas top. Et puis, comme dit, le passing aussi, où parmi les joueurs avec minimum 18% d'usage, donc minimum un certain volume d'utilisation, c'est un des joueurs les moins passeurs relativement à son nombre de ballons. Le fameux ratio de playmaking, le ratio assist par usage, donc le ratio de playmaking, il est 123e sur 138 joueurs. C'est un des joueurs qui, par rapport à son nombre de ballons qu'il a, fait le moins de passes et au contraire est le plus orienté scoring. Donc voilà, ça fait un total où, au global, on a un joueur qui est efficace dans la moyenne parce qu'il y a cette finition au panier de temps en temps. Mais ouais, je pense qu'on est d'accord que forcer sur la création, pour moi, c'est un peu perdre des points, quoi, parce qu'il n'y a pas un rendement qui est à ce point intéressant quand tu lui demandes de créer, alors que ça pourrait être, tu vois, c'est dommage que les Suns se soient alignés, mais à Indiana, s'il avait pu devenir le joujou de Haliburton, il aurait été génialissime dans un rôle de catch and finish plus, en fait. Totalement. On est d'accord. Ah tiens, si, stat bonus que j'avais noté, tu as parlé du free throw rate plus, 45. J'ai des stats, j'ai mon tableur, depuis 1980. Donc ça fait à peu près plus de 3800 saisons individuelles depuis 1980. 3800 saisons individuelles avec plus de 20% d'usage. Il n'y en a que 60 des saisons individuelles depuis plus de 40 ans. À peu près 60 qui sont au niveau de 45 de free throw rate. Plus. Donc voilà. C'est pour dire à quel point on est, si on prend juste les gros volumes, 60 saisons similaires ou pire sur plus de 3800. Alors que en plus, je pense que si... Ah non, attends, c'est du free throw rate plus, donc ça prend en compte l'évolution de l'arbitrage et le fait oui, c'est ça. Ouais, voilà. Okay. Donc effectivement, on est... Je sais pas. Après, on n'a pas parlé, mais la défense, c'est peut-être pas l'année où il faut juger la défense, à mon avis. J'avais de bons souvenirs dans des environnements compétitifs comme à Phoenix, mais bon, c'est pas cette année qu'il faut juger ça, quoi, je trouve. Non, j'ai pas de stats sur la défense, je te préviens. Non. Mais même visuellement, bon, vaut mieux pas regarder ces équipes-là. Parfois, faut pas juger ces joueurs sur ces équipes. Tu vois, Malcolm Brogdon, c'est pareil. Il n'a pas été fabuleux en défense cette année, alors que on l'a vu quand même meilleur l'an dernier à Boston. Mais ça, c'est aussi le contexte qui n'aide pas, je trouve. Mais ok, voilà pour DeAndre Ayton. Et bien donc on avance. Quelle est ta troisième stat du jour à nous présenter pour les Portland Trail Blazers 2023 24, pardon. Je vais parler de Scoot Henderson. Il faut qu'on en parle. Scoot Henderson, deuxième choix de draft. Ouvrons le dossier. Aurait-il dû être premier Sera-t-il Rookie of the Year? C'était les questions qu'on pouvait se poser il y a 6 mois. Oui. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne se les pose plus. En plus que 6 mois quand même, t'es sévère. Il y a un an et demi quand même, pour le côté, est-ce qu'il peut être devant Wemby à la draft? Oh, est-ce que... Ouais, Mais il y a 6 mois, on était en décembre. Ah putain, le temps passe vite quand même. On devient vieux. Bref, ok, bon. L'année dernière, on pouvait se demander... Scoot Henderson, pour toutes les raisons collectives qu'on a mentionnées avant, a eu une saison un peu compliquée. On avait déjà fait un point d'étape, je sais plus quand on l'avait fait sur Scoot Henderson, mais sûrement en novembre. Après, il avait déjà dû jouer 10 matchs puisqu'il avait manqué le début de saison, il s'était blessé, machin. On avait fait un petit point d'étape dans un hebdo et on avait dit la finition au cercle, c'est compliqué. C'est compliqué et ma stat du coup, pardon, puisque voilà, j'ai oublié, c'est 45,4. C'est le pourcentage de réussite au cercle de Scoot Henderson cette saison. C'est dans le 2e pourcentile, donc il est moins bon que 98% des joueurs de NBA. Et si on peut, je sais pas si je peux, non, je peux pas voir avec le poste de meneur, mais bon, bref, on est dans des eaux Devonte Graham, Fred VanVleet et Frank Ntilikina, quoi.
Voilà, il fallait parler de Franck un petit peu. Donc on avait déjà fait ce constat-là, en fait. Ça, c'est pas un nouveau constat. On avait déjà dit, bon, au cercle, c'est compliqué. Moi, ce qui m'inquiète encore plus, c'est que il n'y a pas eu d'évolution statistique dans le positif sur l'année, en fait. C'est resté à 45% à peu près toute l'année. Là où, par contre, quand on avait fait le point d'étape, on se disait, non, mais ça va augmenter, il n'a pas l'habitude, les défenseurs sont plus longs, il a toujours été au-dessus physiquement, donc il doit s'ajuster à la longueur des défenseurs NBA, ça va prendre du temps. Bah, il n'y a pas eu d'amélioration sur l'année. Alors, il a été catapulté, initiateur principal, avec la blessure de Malcolm Brogdon notamment, puisqu'il est quand même à 26% d'usage, donc beaucoup d'utilisation, et aussi un fort volume de drives par match, donc il a 12 drives par match, c'est à peu près dans le top 40 NBA. Sur ces drives, il est pas très efficace. Non. Pourquoi? C'est un euphémisme, hein, pas efficace. Je sais pas si tu as la stat exacte. 52e sur 53 voilà, l'efficacité en fin de drive. Donc parmi les gros drivers, hein, évidemment, plus 10 par match, 52 sur 53. Il n'y a que Caris LeVert qui fait moins bien, mais ça on n'est pas surpris. Ouais. Tu vois, je sais que tu as des meilleurs stats que moi sur les drives, on n'a pas les mêmes sites. Mais voilà, donc très peu efficace. C'est frustrant parce que les qualités athlétiques, elles sont là. L'explosivité, verticale, horizontale, même la force, en fait, la force physique, il est capable d'absorber les contacts. Alors comment on peut expliquer ce faible pourcentage? Déjà, la première chose, c'est le toucher. Le toucher a vraiment besoin de travail. Main droite, mais même main gauche. Et ce qui fait que le toucher a vraiment besoin de travail, ça fait que pour l'instant, il manque d'alternatives en fait. Son flotteur est pas encore arrivé, son stop tir à mi-distance est pas encore arrivé, et du coup, quand il drive, les défenseurs ils savent qu'il va aller jusqu'au cercle, donc les aides sont beaucoup plus faciles, ils peuvent être un petit peu plus agressifs. Donc tant que ça c'est pas là, ça va être compliqué. Et surtout, je me suis noté quelque chose je me suis tapé pas 100%, mais énormément des tentatives au cercle de Scoot Henderson sur la saison. Ouais. Il a énormément de finitions, j'ai envie de dire à la Zion, tu sais, où t'arrives à 4 mètres du panier, tu sautes sur tes deux pieds, tu te lances en l'air, tu vas absorber le contact sur le défenseur, et une fois que tu as absorbé le contact sur le défenseur, tu commences à réfléchir à comment tu vas tirer. Tu vois, Zion, il le fait très bien, il saute de très loin, il prend le contact, et puis ensuite il est gainé, et il arrive à s'en sortir. En fait, Scoot Henderson, il fait exactement la même chose. Il saute à 3 mètres du panier, il se gaine, il prend le contact, mais il explose. Ou alors il n'a pas le toucher après pour se resituer et marquer malgré le contact. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Soit il va au drive jusqu'à la fin et il fait un lay-up un peu plus simple. Et là, pour le coup, faudrait sortir les stats, mais là, pour le coup, c'est pas mal. C'est plutôt efficace, en tout cas, ce que j'ai vu en regardant toutes les tentatives. Par contre, dès qu'il saute de loin et que c'est un petit peu plus compliqué et que c'est moins bon dans la lecture, ça rentre plus. Donc je pense que le swing skill, donne-moi la version française s'il te plaît. Le point de bascule, merci. Le point de bascule, ça va être de développer ce flotteur ou ce tir à mi-distance, ou bien juste de perdre un petit peu en agressivité vers le cercle. Et si la fenêtre de tir est pas là, pas forcer un lay-up et puis s'arrêter et faire du playmaking ou ressortir la balle, quoi. Donc voilà, on rappelle 45,4% de réussite pour Scoot Henderson. Ça va un petit peu mieux en cette fin de saison. Le tir extérieur va un petit peu mieux que quand on avait fait le point d'étape. Bon, il est à 31% à 3 points, c'est toujours pas top. Mais ça va un petit peu mieux qu'en début de saison. Donc pour moi, le jury est encore... voilà, les dés ne sont pas jetés pour Scoot Henderson. Le contexte collectif n'est pas bon non plus autour de lui. Mais cette première saison est assez décevante quand même. Ouais. Non, mais effectivement, en plus, moi, j'avais pas pu le scouter avant la NBA, parce qu'il était où, lui, d'ailleurs? Il était en D-League, il était... À la Ignite, G-League Ignite. Ouais, c'est ça. Mais par contre, j'ai jamais vu un tel différentiel entre ses capacités intrinsèques et le résultat sur drive. Ouais. Parce qu'il a vraiment des atouts assez exceptionnels. Et pourtant, on a dit, le résultat final, 52e sur 53 au niveau de la productivité sur drive. Et encore, tu vois, si t'enlèves les lancers francs, quand on regarde juste le field goal en fin de drive, il est bon dernier. Hein, il est bon dernier.
Et j'ai jamais vu un tel différentiel parce qu'en plus, moi, on me l'a vendu comme c'est un driver. Quand tu le regardes, effectivement, il a la charpente, il est très épais, il est hyper athlétique, il a une flexibilité qui est assez dingue, flexibilité des chevilles, capacité de descendre le centre de gravité très bas, il est très flexible, etc., etc. Et pour moi, c'est là où je suis extrêmement étonné parce que, contrairement aux autres joueurs qu'on connaît catastrophiques, il semble avoir les atouts, lui. Tu vois, on parlait de Devonte Graham, de Fred VanVleet, Caris LeVert, RJ Barrett, ils ont tous des limitations, alors soit de taille, soit de vivacité, soit de coordination, soit de fluidité, soit tous en même temps, soit de toucher le bal. Et lui, je trouve qu'il les a, ces atouts. Je trouve qu'il a la taille, il a l'envergure, le toucher, il est pas fantastique, mais il est pas si mal que ça non plus, quoi. C'est pas RJ Barrett, il a des qualités athlétiques. Enfin voilà, il y a vraiment tout. Et pour moi, le truc, je trouve qu'il y a un vrai problème, et assez inquiétant, un problème avec le contact, en fait. Ouais. Je trouve que moi aussi, je me suis tapé tous ces drives, et c'est parce que j'étais étonné de voir cette stat. Hein. On me l'a vendu comme un driver à la draft. Et il y a un vrai problème de contact qui se voit partout. C'est-à-dire que assez régulièrement, il évite le contact et il déclenche son flotteur bien avant d'attaquer le défenseur en drop, tu sais, autour du panier. Oui, Il déclenche son flotteur à quelques mètres du panier plutôt que d'aller au contact. Ou alors il essaie de contourner. Ou alors, quand il va au contact, il explose totalement au contact, hein, comme tu l'as dit. Les fois où il y a un peu de contact au niveau de la finition, il n'arrive pas à garder l'équilibre et le tir est mauvais. Il déclenche son tir dès qu'il sent le contact aussi pendant le drive, je veux dire, et donc il le déclenche dans des positions et des situations qui sont très mauvaises. Et un autre truc aussi, il décolle pas si haut que ça, finalement, tu vois, on parle d'explosivité, il a une belle explosivité sur le plan horizontal, donc le premier pas, mais il décolle pas si bien que ça en fin de drive à partir d'un appui pour monter haut, ça il l'a pas trop, et même je me demande parfois, il y a des choix de lay-up, pourquoi est-ce que tu vas chercher à faire dans cet angle-là, avec ce timing-là, tu vois, tu t'attends un quart de seconde plus tard et c'est ouvert de ce côté, etc., etc. T'as parlé aussi du toucher de balle, mais c'est vrai il aime bien forcer la main droite, par exemple, plutôt que la main gauche. Oui, il a pas de main gauche, disons-le clairement, actuellement. Ouais, c'est ça. Donc il y a plein de, tu vois, ça se résume beaucoup pour moi, il y a un problème avec le contact qui est évident, et qui m'étonne d'autant plus, et j'en parle parce que tu me dirais, Devonte Graham, il y a un problème avec le contact, je suis pas étonné, quoi. C'est normal. Fred VanVleet, pareil. Voilà, VanVleet, pareil. Mais alors que lui, vu la carrure, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi est-ce que il évite à ce point le contact, pourquoi est-ce que dès que le défenseur le touche, hop, vite, je déclenche le tir, pourquoi est-ce que quand il y a du vrai contact à la finition, il explose un peu en l'air et il tire n'importe comment. Il y a un vrai problème qui fait que, comme tu l'as dit aussi, c'est pas un jump shooter de base, donc on attend du drive, et du coup, comme il n'y a pas de drive, on a des résultats d'efficacité générale qui sont cataclysmiques, en fait. Ouais, je suis en train de me les retaper. Et puis, le premier truc que je vois, c'est... tu vois ce que je veux dire avec le Zion move, là, le fait de sauter des deux pieds et d'aller... Ouais, le premier drive que je suis allé au hasard... La double prise d'appui, ouais. Voilà, j'en ai trouvé un, et puis il essaye de faire ça sur Bobby Portis, sauf qu'il explose le contact, et derrière, c'est... Tu dis, ouais, non, mais c'est pas un bon choix. Mais la seule chose qu'on n'a pas évoqué, et on en a déjà parlé en novembre, moi, j'ai un vrai problème pour moi sur le plafond de Scoot Anderson à long terme. Et c'est terrible de dire ça, parce que de mon fauteuil sur le PC, c'est plus simple, mais j'ai pas l'impression qu'il sente le jeu. Alors, en fait, en termes de choix, il y a trop de mauvais choix pour moi, en fait, pour me dire, non, mais là, c'est juste de la jeunesse et c'est normal. Mais en fait, j'ai l'impression que quand il pose son premier dribble pour aller au panier, il sait déjà ce qu'il va faire. C'est ça. Ou il sait déjà ce qu'il veut faire. Et en fait, il s'ajuste très peu. Il fait partie de ces joueurs qui sont dans j'ai le plan préconçu et je suis pas tant que ça dans l'adaptabilité en mouvement. J'ai mon pattern, j'ai mon schéma, et j'opère comme ça, et mince, il y a un obstacle, tant pis, je fais quand même mon truc et ça marche pas, quoi. Et ça vient aussi du fait qu'il a toujours été dominant physiquement, et du coup en G-League Ignite, quand ce plan préconçu il fonctionnait pas, c'est pas grave parce qu'il était encore au-dessus athlétiquement, donc ça fonctionnait encore. Là c'est plus compliqué. J'ai pas tant regardé le playmaking que ça, parce que pour moi cette première force qui va devoir débloquer, c'est cette force de drive. Ouais. Mais j'étais resté quand même sur un driver, sur un playmaking de réaction, en fait, où vraiment s'il a décidé de faire la passe, il fera la passe. S'il a décidé de finir au panier, il finira au panier, et voilà. Mais moi c'est ça surtout, je me dis, est-ce
qu'en termes de vision alors pas vision de jeu, parce que j'ai pas envie d'analyser ça de très loin, mais en termes de vision du cours, de vision du demi-terrain, je me demande si, voilà, je pense qu'il y a des progrès à faire, et ça viendra avec l'expérience, ça viendra avec les répétitions. Mais c'est ça aussi que je voulais dire en introduction, quand je disais que oui, il faut donner des répétitions aux jeunes, mais il faut leur en donner dans des bonnes conditions. Et là, Scoot Anderson, cette année, les répétitions, je suis pas sûr qu'elles soient super utiles, en fait. Et on voit ça par le fait qu'il n'y a pas de progression, il n'y a pas d'augmentation de l'efficacité au cours de l'année, quoi. Pour le coup, moi, le passing, j'aime pas mal. Je trouve qu'on est un peu plus que sur les simples actions basiques, le simple read and react. Il y a quelques trucs assez intéressants, notamment dans la gestion du timing. Tu vois, certains pick and roll où il sait exactement quand déclencher la passe, au moment où le défenseur de drop est en train de reculer pour revenir sur son mec, ou des trucs comme ça. Il y a vraiment des trucs très sympas. C'est cette nuit. Et puis ouais, il a des super séquences sur pick and roll où il met le défenseur dans son dos, il patiente, il attend que la fenêtre s'ouvre. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, il y a quand même des flashs qui sont super intéressants. Même des flashs de drive, finalement. Parce que c'est pour ça que j'en parle, c'est que, encore une fois, j'ai jamais vu un tel différentiel entre certaines capacités intrinsèques et le résultat final. Et il y a des fois où, il y a majorité de fois, je trouve qu'il y a ce problème avec le contact, et il y a d'autres fois où, je sais plus quand, c'était il y a pas longtemps, c'était peut-être contre les Clippers, ou je sais plus contre qui, un match de fin de saison, il y a un drive que je me suis refait, je l'ai remis 15 fois. Je l'ai regardé parce que c'était fabuleux, quoi. C'était, je passe l'épaule du défenseur, je tourne, je vais vers le panier avec une flexibilité assez impressionnante au niveau des chevilles, je descends très très bas sur mes appuis, donc j'ai le centre de gravité très bas par rapport au défenseur. D'un coup, j'enfonce mon épaule dans le défenseur, je l'enlève du chemin, une prise d'appui par rapport à ça pour s'élever, et puis en l'air, la puissance pour absorber le choc et pour ses épaules très larges, rester bien face au panier et s'ajuster. Et tu vois, de temps en temps, t'as un flash comme ça et tu dis, ah, voilà, là ça colle. Là ça colle avec ce que je vois de la carrure, ce que je vois de l'explosivité, de la coordination, même du toucher. Je trouve que franchement, c'est pas mal, à part le côté main gauche, mais c'est pas cata, quoi. C'est pas un toucher rugueux à la barrette, quoi. C'est pas un toucher à la Caris Lever. Donc, il y a de quoi faire. Mais c'est juste que pour l'instant, on est à une étape de flash et qui est assez, en termes de fréquence, qui est pas assez, quoi. Et qui a beaucoup trop de, ah bah tiens, je sors du pick and roll, allez, je fais mon flotteur à 2 mètres du panier, ouais. Enfin, à 4 mètres du panier, à 2 mètres du défenseur parce que j'ose pas y aller. Ou, ah tiens, oh, il me touche, je déclenche le tir, ou, voilà, il y a peut-être un ajustement par rapport, j'aime pas le terme parce que c'est un anglicisme, c'est pas un vrai mot, mais la physicalité, quoi, la dureté de la NBA, il y a peut-être un ajustement à faire, mais clairement, pour moi, c'est là que réside le point de bascule de Scoot Anderson, parce que s'il l'a pas, bah, on restera dans des niveaux largement insuffisants, mais s'il arrive à débloquer ça, jouer à travers le contact et appréhender le contact, pour moi, ça débloque un joueur qui, bah, clairement, a un potentiel All-Star, All-NBA, etc., quoi. Ouais, totalement. Oui, d'accord. Du coup, j'ai pas donné ma troisième stat du jour, qui était aussi sur Scoot Anderson. C'était 84. 84, c'est son true shooting plus. 84, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est 16% moins efficace que la moyenne. 16%. Et comme dit, répétez souvent, pardon si je le répète trop souvent d'ailleurs, ça vous saoule, les porteurs de balles jeunes de galère au niveau de l'efficacité, tout le temps, on connaît. Mais on est plutôt, en général, autour des moins 10, moins 9, moins 8%, quoi, pour le niveau de galère. Là, on est à un niveau qui est très très bas, vraiment très bas. Pourquoi? On l'a expliqué, parce qu'il y a du drive, où il est le pire de NBA quasiment sur drive, et en plus, il n'y a pas de jump shot. Mais ce qui fait qu'on a un rendu final qui est vraiment catastrophique, quoi, pour l'instant, en termes d'inefficacité. C'est même, en chiffre brut, le seul joueur de NBA avec un minimum d'usage qui est en dessous de la barre symbolique des 1 point par tir. Donc, efficacité plus lancer franc, il est moins de 1 point par tir. C'est le seul de NBA à minimum 20% d'usage. Et pour dire, hein, par exemple, Jokic, il est premier à 1,31 points par tir. Donc voilà, vous voyez l'écart. C'est quand même pas mal. Et puis surtout, il a un gros usage. Et donc je suis retourné sur mon tableur historique. Minimum 25% d'usage depuis 1980. Donc ça fait un bon nombre de saisons individuelles, hein, tu vois. 25% d'usage, donc il y a 1200 saisons individuelles depuis 40 ans. C'est le cinquième plus petite efficacité depuis 1980. Cinquième plus petite efficacité sur un tel volume, donc 84, donc moins 16% d'efficacité par rapport à la moyenne. Manu Tebol l'a fait 2 fois, non pas Bol, mais son papa Manu Tebol l'a fait 2 fois, 89 et 91. On a aussi Emmanuel Mudiay qui l'a fait en 2016, plus récemment, son année rookie, et Marcus Camby en 2011. Alors là, je m'attendais pas à le trouver là, Marcus Camby, le vieux Marcus Camby aux Blazers, mais bref.
Ouais, c'est marrant ça quand même, parce que Marcus Camby, j'avais l'image d'un mec qui finissait quand même plutôt au panier, mais... C'est un peu le côté post-up peut-être où il a forcé, je ne sais pas. Ouais, Mais... après je sais qu'il aimait bien s'écarter, tu vois, prendre des tirs à 4-5 mètres avec sa gestuelle de tir horrible là. Il partait sur le côté, il allait chercher derrière là, mais... Vous avez compris un rendu final qui est ultra inefficace, même historiquement inefficace pour un tel volume, parce que, comme dit, quand on rajoute le critère de 25% d'usage, pas tout le monde n'a fait ce score-là, quoi. Et donc voilà, c'est d'autant pire. On l'a déjà dit, quasiment dernier de NBA sur les drives, alors que gros volume. Et puis, on n'a pas parlé aussi, mais qu'est-ce que tu en penses de son niveau de jump shot? Parce que le problème, c'est que pour l'instant, ça ne rattrape pas le tout. On n'a pas un bon jump shooter du tout. C'est ce qui fait qu'il n'y a rien qui compense rien, quoi. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, de son potentiel long terme au niveau du jump shot? Il y a des flashs comme tout, tu vois, en fin de saison, là, contre les Warriors, là, le dernier match, il a 2-3 step back où il a l'air d'avoir du rythme et ça rentre dedans, mais du coup, tu te dis, c'est bien, mais en fait, après, tu regardes tu regardes l'efficacité totale ou l'efficacité globale et puis c'est pas ça du tout. Maintenant, au lancer, il est à combien? Au lancer, il est à 82%. 82, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je pense que tu vois, il est à 39% sur le mid-range, 31% à 3 points. Ça va augmenter. Ça va augmenter. Je pense pas que ce sera jamais un tireur d'élite pour moi. Mais par contre, j'ai pas de mal à le voir se rapprocher de la moyenne NBA, donc 37, 36, 37, quoi. Oui, d'accord. Mais c'est pas censé être ça sa force. Donc, je pense qu'il sera moyen bon et ce sera cool. Mais s'il est au NBA, c'est parce qu'il a un drive d'élite plus un jump shot un peu cool plutôt que l'inverse, quoi. C'est ça. Je pense. On est d'accord. Puis défensivement, c'est pas si atroce que ça, mine de rien, je trouve. Alors que pourtant. Non, en même temps, au poste 1-2, tu le comparais à Shaedon Sharp et Anthony Simons, je pense que t'aurais mis ma grand-mère. Défensivement, ça aurait été bien aussi. Hein. Peut-être. Elle fait combien en vitesse latérale, ta grand-mère? Bref, donc voilà pour le point pour Scoot Anderson. Un départ très compliqué, on va dire, très compliqué. Mais en même temps, il y a quand même tellement à aimer en termes de potentiel et d'outils, surtout. C'est ça aussi la différence avec beaucoup de... tu vois, par exemple, on parle de Killian Hayes, qui a aussi des inefficacités et records. Scoot Anderson, il a des outils qui sont largement supérieurs. Donc peut-être on a aussi cet espoir de... Il y a une marge de progression qui a l'air assez concrète, quoi. Ouais, totalement. Non, moi je suis plutôt... alors, positif, c'est pas le mot, mais je suis plutôt optimiste sur Scoot Anderson, quand même, pour le futur. Ouais. Quelle est donc ta 4e stat du jour à nous présenter pour les Blazers 2024? C'est 26,8 et c'est l'assist percentage de notre ami Anthony Simons. Alors on dit quoi? On dit Simmons ou Simons? Qu'on se mette d'accord. Moi je dis Penny Simmons. Disons Simmons, parce qu'il n'y a qu'un seul M, on va se dire voilà, Simmons. 26,8 d'assist percentage, donc c'est 90e pourcentile de la ligue. Pourquoi je voulais mettre en avant son playmaking? Parce que Simmons, on savait, en termes de scoring, c'est sympa. C'est sympa depuis toujours, et puis ça l'était aussi cette année. En termes de production, c'est satisfaisant. Hein. Il a un volume de scoring qui est assez important, un volume de responsabilité offensive aussi important, donc 27% d'usage. Un scoring totalement auto-créé. Seulement 36% de ses tirs marqués sont issus d'une passe décisive. C'est dans le 3e pourcentile de la ligue, donc il auto-crée, il crée plus que 97% de la ligue. De la ligue à son poste, hein, juste pour dire FD. Ouais, possible. Sur Cleaning the Glass et percentile par rapport au poste, en fait. Moi, je suis pas sur Clean the Glass. Je suis team. D'accord, ok. Je suis team Dunks and Freeze et. Mais par contre, je peux te sortir la stat. Non, mais je te fais confiance si t'as pas la même source. Hein. Ouais, non, on n'a pas. C'est pour ça que les chiffres diffèrent un peu entre nous parfois. Je crois que de mémoire, ça colle, puisque je crois que Kay Cunningham aussi est autour des 36 et il doit être top 10, top 12. Donc ouais. Ça colle totalement. Ouais. Donc voilà, il crée énormément tout seul et donc beaucoup de ses tirs sont auto-créés, ce qui explique aussi que son efficacité est légèrement en dessous de la moyenne. Il est à 98 de true shooting plus. J'ai envie de dire, vu le volume, vu le contexte collectif dans lequel il s'inscrit et vu le fait que ce soit surtout auto-créé,
j'ai envie de lui donner 98% de true shooting plus, je le prends pas contre lui. Ce qui fait en fait que c'est c'est un scoreur sympa, mais c'est pas non plus Luka Doncic, quoi. C'est toujours pas un pourcentage, hein, le true shooting plus. C'est 98 de true shooting plus, pas 88% de true shooting plus. Excuse-moi. Non, mais c'est bon pour les auditeurs, pardon, je veux pas les perturber. Non, mais 98, tu fais bien. Ça veut dire par rapport à 100, son score est moins 2% par rapport à 100, par rapport à la moyenne NBA. Voilà. Tu fais bien. Par contre, ouais, ce que j'ai beaucoup aimé. Non, ce qui m'a intéressé, c'était de voir cette marque d'assist percentage, donc de création pour les autres, qui est pour la première fois, voilà, dans le 90e pourcentile de la ligue. Donc, on n'est pas encore dans du élite, mais c'est très sympa. Donc, j'ai regardé l'ensemble de ses passes décisives cette année. Alors, comme d'habitude, il y a beaucoup de déchets. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de déchets. Tu sais, il y a les passes décisives qui sont pas des passes décisives. Faire la passe à Jeremy Grant qui ensuite prend un pick and roll, pose 3 dribbles et voilà, c'est pas une passe décisive. Mais ce que j'ai quand même noté, c'est que sur pick and roll, il y a une bonne entente avec DeAndre Ayton, notamment beaucoup de pocket pass. Il est capable de faire cette première passe quand si la défense drop, il est capable de faire la passe rapide, la passe à terre, la toute petite passe à terre pour DeAndre Ayton qui ensuite peut jouer dans le jeu intermédiaire, soit en prenant un tir à mi-distance, soit en faisant du short roll très classique si le défenseur à l'opposé était venu couper son rôle. Et j'ai vu au fur et à mesure de l'année, je rappelle qu'il était blessé en début de saison, de la progression dans les skip passes. Donc il prend un pick and roll côté droit, le défenseur à l'opposé côté gauche vient couper le roll, donc va se mettre dans l'axe panier, ce qui laisse tout seul le mec à 45 degrés ou dans le corner à l'opposé. C'est pas une passe facile. C'est une passe qui nécessite de faire une progression, de se dire ah bah non attends je peux pas tirer, je peux pas donner la balle à mon grand, l'aide elle vient d'ici donc je peux la faire à l'opposé. C'est pas une passe qui est évidente et il l'a fait de mieux en mieux au fur et à mesure de la saison, donc ça c'est sympa. Tu vois en fait que ça y est, les rouages commencent à cliquer en termes de playmaking et la vision du demi-terrain dont on parlait avec Scoot Henderson. Pour le coup je trouve que Anthony Simons est vraiment en progression là-dessus. Il y a du déchet en termes de perte de balles. Je parlais des pocket pass avec DeAndre Ayton. Énormément dans la saison, il veut la forcer cette pocket pass et elle est interceptée. Pareil, parfois il dribble un petit peu trop longtemps et il perd la balle. Mais voilà, c'est très bien et ça complémente de manière efficace le fait que c'est déjà un très bon scoreur. Exemple contre les Nets au mois de janvier, il met 38 points dans le match. Le match va en prolongation. Pendant la prolongation, les Nets, ils décident, non, en fait, dès qu'il y a un pick and roll avec Anthony Simons, on fait prise à 2. On fait prise à 2, très très haut très très loin du panier, c'est pas grave. Mais il faut que la balle sorte de ses mains. Et en fait, il arrive à faire 3 passes décisives sur des super passes, en fait. Où il va chercher le mec qui est pas forcément à une passe, mais qui est à 2 passes. Et il fait la passe directe et ça coupe les lignes et puis t'as un tir ouvert. Donc voilà, moi je voulais mettre ça en valeur, et parce que pour moi ça augmente vraiment son plafond. Là où avant c'était un scoreur sympa, mais qui par contre, une fois que tu coupais son scoring, c'était plus ça. Là je trouve ça vraiment vraiment intéressant, surtout que depuis que Brogdon s'est blessé, c'était lui le chef sur le terrain, quoi. Donc voilà, très content, satisfait de la saison d'Anthony Simons dans ce marasme de basket. Oui, je suis d'accord. J'avais aussi une stat, ma 4e stat du jour était aussi sur Simmons. J'avais noté moi l'efficacité la productivité, pardon, sur les drives. Donc layup, efficacité layup plus les lancers francs. Et je voulais la mettre en avant parce que c'est vrai que ma crainte au tout début, quand il a un peu commencé à émerger, c'était ok, t'es un shooter d'élite, on le sait, un des meilleurs shooters de NBA, vraiment en shooting pur, à 3 points, gros volume, grosse efficacité, etc. J'avais un peu peur, mine de rien, que à côté de ça, on est, tu sais, un peu le déantégramme ou ce syndrome de je vais pas au panier parce que j'ai un peu des limitations parfois de taille, j'ai pas une grosse envergure de bras, je suis plus un pull-up qu'un driver, quoi. Et que du coup, il y a un plafond à cause de ça. Et en fait, non, il a 1,13 points par tir sur des tirs en fin de drive. Le chiffre brut, on s'en fiche, mais sachez que parmi les gros drivers, c'est dans la moyenne. C'est 26e sur 53. Et
plus que ça, je trouve qu'on a une vraie agressivité cette année qui est assez cool en fait. Je prends pas juste mes pull-ups et je fais plus souvent des drives. Ça, c'est aussi assez important pour moi de ne pas avoir un score unidimensionnel, comme tu dis, hein, le fameux score un peu de micro-ondes en sortie de banc, le puncher en sortie de banc qui a du pull-up. Là, on a une nouvelle dimension s'il a le drive et le passing, en effet. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est un des meilleurs shooters de NBA, vous doutez bien qu'il a un toucher assez fabuleux. Et donc ce toucher, on le retrouve aussi au niveau des lay-ups, évidemment. Et puis, mine de rien, il a une petite explosivité au démarrage aussi, qui est assez sympathique, qui l'aide pas mal. Même s'il n'a pas une finition, un potentiel de finition d'élite au panier, parce que il est pas si grand que ça, il n'a pas une envergure de bras énormissime, mais il y a de quoi faire. Et comme dit, il est dans la moyenne, hein, il est largement dans la moyenne. Et j'avais aussi noté parce que, ben voilà, le mec qui fait plus de drive, ça, comme tu dis, ça débloque aussi un peu plus le passing. Alors, il y a tout un côté cérébral qui prend aussi, mais le fait d'être plus agressif, pour moi, fait qu'il crée plus de décalage dans une défense, et donc on l'a vu beaucoup plus actif sur certains drive and kick, etc., comme tu as détaillé. Donc oui, je suis assez aussi très satisfait de l'évolution de Anfernee Simons, qui au tout début, je dois bien dire que j'avais un peu peur de ce côté, le joueur de pull-up, parce qu'il a un jump shot qui est à ce point bon et peut-être des limitations au drive, donc j'avais peur de ça. Finalement, on en vient à développer un joueur qui pourrait être très complet et qui même défensivement pourrait ne pas être si catastrophique que ça non plus. Donc ouais, je commence vraiment à aimer le développement de Simons qui a été passé au révélateur cette année parce qu'il y avait la place, et qui a été le révélateur s'est révélé payant, quoi, du coup. Ouais, totalement. Moi, je t'avoue, quand il a commencé à émerger, je me suis dit, oh là, ils sont en train de nous sortir un mix moins bon entre Lillard et McCollum. Tu sais, tu prends les moins bons aspects des deux et tu lui donnes, et en gros, ça donne un peu ça. Mais non, ce qui est intéressant, c'est que il a quand même déjà montré qu'il était efficace dans plusieurs rôles. Quand les deux étaient encore, enfin, quand McCollum et Lillard étaient encore là, c'était un tireur d'élite à 3 points en catch and shoot. Ensuite, il a rajouté du pull-up. Même si cette année, en pull-up, c'était un peu moins bon qu'avant, mais ça reste sympa. Et puis là, tu vois, il ajoute l'aspect playmaking et porter le ballon. Défensivement, cette année, on a dit on parlerait pas de défense aujourd'hui, mais c'était quand même bien moche. Mais j'attends de voir, parce qu'il a les outils, donc j'attends de voir dans un meilleur environnement. Là où j'ai des bons souvenirs, c'est sur la défense off-ball. Alors, pas forcément un volume de playmaker off-ball, mais quand je l'avais scouté, et y compris il y a 2 ans, hein, y compris en 2022, je me souviens que généralement il était quand même bien placé, bonne attention, etc., quoi. Et tu vois, pour ce type de joueur offensif, moi ça me suffit, quoi. Je m'attends pas forcément à ce que ça soit Kyle Lowry, le playmaker génial off-ball, mais juste le mec qui est un peu en bonne position, qui coulisse bien et qui surtout a pris un peu de masse aussi. Ça aide, hein, parce qu'au tout début, il débarque, hein, souvenez-vous que lui, il est pas passé par la case NCAA, il débarque directement du lycée parce qu'il s'est reclassé, et il était très fin. Et ça aussi, ça a été ajouté à son jeu. Je pense que ça aide aussi au niveau des drives également. Donc ouais, un joueur assez complet, et je pense que la belle satisfaction côté Blazers, ça on est d'accord. Et puis aussi, comme tu as dit, polyvalence de profil, il peut jouer porteur de balle, mais il peut aussi jouer à côté d'une autre star, donc ça c'est très bien aussi, quoi. Quelle est donc ta 5e stat du jour, sachant que tu nous as toujours pas parlé de Diop Reese? Est-ce que tu vas partir sur Diop Reese? Est-ce que tu vas partir sur Shaedon Sharpe? Non. Où est-ce que tu nous emmènes alors? Bah, je t'emmène. C'était ma stat bonus, on va dire, parce que ma 5e, c'était les minutes là, dans Ayton, Sharpe et Simons, mais j'en ai une bonus. Oui. C'est déjà mon shout-out. Est-ce que je le garde pour la fin? Est-ce que toi, il t'en reste une? Non, tu peux, vas-y. Ok. C'est une stat très très simple. Enfin, en fait, c'est 2 chiffres, parce que je voulais parler de lui un petit peu. 114 de defensive. Non, on va le faire dans l'autre sens. Quand il n'est pas sur le terrain, les Blazers ont 121 de defensive rating, qui est très mauvais. Quand il est sur le terrain, ils sont à 114 de defensive rating, ce qui est pas très bon, mais qui est pas mal. De qui parle le jeu? Est-ce qu'il est sur le terrain une fois? Ou tu parles pas de lui? Non, je parle pas de lui. Non, je peux parler de quelqu'un qui a beaucoup joué. Tu parles pas du Belge Toumani Camara, alors, c'est ça? Ah si. Ah, il est sur le terrain une fois. Voilà. Ah oui, d'accord, une fois, ouais. Non. Je pensais que tu me parlais d'un. Pardon, je m'excuse. Oui, je parle du mec qui était sur le terrain une fois, ouais. Ah oui, Toumani Camara, est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Ah là, la très très belle surprise de cette année. J'ai pas vraiment de stats en fait sur. Alors si, je pourrais en sortir. Alors le site que j'utilise là, Dunks and Freeze,
ils ont leur EPM, qui est une stat all-in-one voilà, qui est aussi bonne que n'importe quelle stat, enfin qui apparemment est un peu mieux que d'autres stats d'impact. Estimated plus minus, hein, pour rappeler, donc c'est voilà, un plus moins ajusté, on va dire. C'est ça, c'est une stat de box score qui prend un peu des on-off et qui ajuste avec le moment du match, est-ce que tu es avec des starters sur le terrain ou pas, enfin, etc. Plein de trucs très compliqués. Mais dans la ligue, c'est apparemment une des meilleures stats all-in-one. Ils adorent Toumani Camara défensivement, puisqu'il est à plus 2,5 de plus-minus défensif, ce qui veut dire dans le 96e pourcentile. Ça veut pas dire grand-chose, mais les stats l'adorent défensivement. Ouais. Et bah moi, je l'aime beaucoup aussi. Défensivement, oui, mais même offensivement, en fait. Je pense que personne n'attendait grand-chose de Toumani Camara. On peut faire un petit shout-out à Alexandre Berthaud. Oui, j'allais le dire. Anciennement d'envergure. On l'a déjà fait en novembre, cette blague, Guillaume, mais bon. Ouais, c'est vrai. On l'a déjà fait. Allez, vous pouvez aller regarder le replay de la draft dernière, où Alex, donc qui est ancien patron d'envergure, qui s'énerve parce que dans le chat, sûrement quelqu'un qui est belge, arrête pas de dire mais parlez de Toumani Camara. Et puis Alex part pendant 2 minutes sur mais arrêtez, on s'en fout de Toumani Camara en fait, il fera jamais rien. Il va pas jouer. Arrêtez, on s'en fout. Et bah ça c'était il y a 1 an, et bah aujourd'hui c'est quelqu'un qui a fait 70 matchs dans une équipe où il y avait beaucoup de blessés. Lui il s'est pas trop blessé, il a joué 25 minutes toute la saison, et en fait il les a pas volés ces minutes, il les a pas volés du tout. Pour faire le profil rapidement, c'est un joueur de devoir, on va dire, c'est de la defense of ball, c'est un petit. Alors, la connexion. C'est un ailier, d'ailleurs, on l'a pas dit, mais les gens connaissent pas, peut-être. C'est un ailier de 6-8. Ouais, donc, poste 3-4. Connexion, c'est pas le mot, mais c'est un joueur offensivement qui a pas grand chose à apporter. Il est quand même à 33,7% à 3 points, ce qui est en dessous de la moyenne, certes, mais c'est pas. Il les prend quand il est seul. Voilà. Mais puis défensivement, voilà, c'est quelqu'un qui fait pas d'erreur sur le porteur du ballon, qui est bon, très bon, loin du ballon. Et donc c'est pour ça que les stats l'adorent. Donc voilà, moi il fallait que je parle de Toumani Camara parce que même en regardant les passes décisives de Anthony Simons, 90% des passes décisives de Anthony Simons c'est pick and roll et les aides sont un peu trop agressives. Du coup il fait la passe facile à une passe ou bien pour DeAndre Ayton. Donc sympa mais pas top. Et en fait il y a que Toumani Camara qui coupe. Tu vois, il y a 2-3 coupes sur la saison qui sont top, dans le bon timing, les mecs ils sont en zone, il y a un trou au milieu de la raquette, bah, il arrive de l'opposé et puis il fait la coupe parfaite dans le bon timing et voilà. Et en fait c'est quelqu'un qui rend ses coéquipiers meilleurs. C'est un rookie, il faut le dire, qui a 24 ans. Voilà. J'aime bien les rookies qui sont un peu âgés, comme du Uprief. Mais voilà, tu vois son impact défensif, parce que quand il est sur le terrain, c'est une défense qui est... Attends, je peux le dire, 114, c'est quoi? C'est dans la moyenne NBA 114, non? À peu près, je pense. De defensive. 58e centile, apparemment, on l'avait marqué. Ouais, bah oui, ça aurait été 14e, 114. Et quand il n'est pas sur le terrain, bah, c'est la dernière équipe, quoi. C'est la pire défense de la ligue, donc... Bon, après, les ratings individualisés, FD, c'est pas que lui la défense, on est d'accord. Bien sûr. On est d'accord que c'est une belle valeur défensive. Bien sûr. Non mais voilà, c'était juste, il fallait une stat, j'allais pas dire j'allais pas dire le defensive plus minus parce que sinon t'allais me taper. Mais t'aurais pu. mais voilà, Toumani Camara, merci quoi. Je pense que c'est aussi peut-être pour ça le moment mythique. Alors je crois que c'est pas pendant la draft, c'est juste après parce qu'il y avait Bastien de Trash Talk, il y avait quelques mecs d'envergure, il y avait Titou en Cronier aussi. C'était un live de post-draft et effectivement tous les Belges qui disaient Toumani Camara et Alex s'énerve, mais en même temps c'est pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est le genre de joueurs qui sont plus vieux en fait, qui se font drafter plus vieux et qui donc n'ont pas forcément cette cote parce que ils sont déjà plus tard dans leur développement. On sait à peu près que du coup quelles sont leurs forces et faiblesses et qu'il n'y a pas un potentiel peut-être grand. Donc voilà, il y a peut-être ce côté-là, mais en même temps, c'est aussi le genre de rookie drafté vieux, mais déjà compétent, et qui, dans certaines équipes, ils peuvent arriver du jour au lendemain et jouer, quoi. Et j'aime beaucoup, vraiment, beaucoup Toumani Camara, au-delà de la blague, au-delà de... J'ai retenu son nom, bien sûr, mais...
au-delà de ça, du coup, quand la saison a commencé, j'ai dit Toumani Camara, c'est marrant, il joue. Et puis ensuite, il joue beaucoup. Et puis ensuite, en fait, il joue toute la saison, quoi. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté d'envoyer des blagues à Alex. Mais oui, j'aime beaucoup la polyvalence défensive, offensive aussi, même s'il n'y a pas trop de shoot. Mais voilà, clairement, ce sera peut-être pas un gros titulaire NBA, mais je trouve qu'on a ce côté très utile un peu partout. Et ça, j'aime bien. C'est un peu le Torrey Craig 2.0, tu vois. C'est-à-dire le shoot sera peut-être toujours un peu limite, mais j'aime beaucoup la polyvalence et défensive et offensive, les cuts, etc. Et en plus, ce qui est marrant, ça c'est très marrant, c'est qu'il a fait 4 ans de fac, Toumani Camara, 2 années à Georgia, et ensuite il a fait une fac à... Oh. Il n'y a pas de quiz aujourd'hui. Non, il n'y a pas de quiz, mais c'est marrant. Camara, c'est la fac de Dayton. Il a été à Dayton, comme dans Dayton. Moi, je crois que ça fait rire comme moi, mais... Dayton, bah oui, très bien. Voilà, fac de Dayton, mais voilà, gros parcours NCAA, pardon, excuse-moi. Mais voilà, non, un joueur qu'on aime bien, et je pense qu'il peut être une bonne rotation NBA pendant pas mal d'années, quoi. Donc, potentiel limité, parce que oui, évidemment, mais on aime bien, je valide totalement, je valide. Tout à fait. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre en 5e ? On n'a pas parlé de Shaedon Sharpe, mais en même temps, saison tronquée. Blessure. J'ose pas trop en parler parce qu'on n'a pas trop vu, justement. Que dire il y a du Diop Reis, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Diop Reis aujourd'hui, ton petit chouchou. Matisse Thybulle, j'ai pas grand chose à dire à part, mais il faudrait quand même l'échanger dans une bonne équipe. Dana de Banton, je sais pas si t'as vu Dana de Banton qui fait très très belle fin de saison là, mon joueur de la All-Hipster Team qui s'est acheté un peu de puissance et d'agressivité, donc tant mieux. Non, je vais prendre 97 puisque c'était le True Shooting Plus de Brogdon, donc ma 5e stat du jour c'est 97. Le True Shooting Plus de Brogdon, donc moins 3% d'efficacité par rapport à la moyenne. Au-delà de son efficacité en elle-même, on l'a dit, il fait un début de saison où il est de facto le go-to guy et il joue comme un go-to guy dans ses choix de tir. C'était fabuleux, franchement, c'était magnifique à voir. Et même pour dire, même sur l'ensemble de la saison, 16% de ses tirs étaient des longs tirs à 2 points, 16%, c'est dans le 92e centile des joueurs à son poste. Donc voilà, on les prend les longs tirs à 2 points de star, en effet. Et non, mais plus globalement, je voulais parler de lui parce que je sais pas trop quoi en penser. On arrive peut-être à un moment charnière, ou en tout cas un moment où moi je suis un peu perdu entre l'âge, 31 ans, les blessures aussi. Il y a un sacré historique de blessures. Le fait que du coup, âge plus blessure, il va aussi un peu moins au panier. Je sais pas quoi en penser parce que pour moi ça pourrait être un joker idéal dans n'importe quelle équipe qui va au titre, tu vois, 6e ou 7e homme d'une équipe d'élite, j'ai aucun problème avec ça, mais je me demande à quel point je m'accroche pas un peu à la théorie qu'on a connue et à quel point il a peut-être pas commencé un peu à perdre en défense, à quel point il a pas autant la même rim pressure qu'il pouvait avoir quand il était jeune avec son explosivité. Je sais pas quoi faire, sachant qu'il est aussi en fin de contrat 2025, pas 24 mais 25, donc il pourrait être échangé soit cet été, soit février prochain. Mais voilà, je sais pas ce que t'en penses. J'ai quand même envie, malgré la mauvaise saison entre guillemets, j'ai envie de m'accrocher à cette idée que ça peut être un très très bon élément d'une rotation NBA de playoff, quoi. Ouais, t'as ce profil qu'il a toujours eu de... Effectivement, tu le mets dans n'importe quel line-up et il va t'apporter du tir extérieur. Tu vois, même cette année, il est à 41% à 3 points. Alors que il en prend 25% en non assisté. Même si en plus, toute sa carrière, il a pris du pull-up, donc il a l'habitude, mais il est à 41% avec des tirs un peu compliqués. Il a cet aspect de connexion dans le sens où tu le mets sur une aile, il va pouvoir te faire les bonnes lectures après, soit pour amplifier le décalage, soit pour tirer lui-même. C'est un très bon joueur de complément. Et je pense que il faut pas... Enfin, le fait de l'avoir vu cette année dans un rôle complètement différent, où tout d'un coup il a été initiateur, il a beaucoup eu la balle dans les mains, ça doit pas nous faire oublier que son rôle dans une équipe qui gagne, c'est pas ça. Parce qu'une bonne équipe, il y a des joueurs autour... où tu préfères la création l'année dernière il était à Boston, il était très bon à Boston, tu préfères la création de Jason Tatum ou de Jason Tatum à Boston, c'est tout. Rattrapage. Voilà. De Jason Tatum que la création de Malcolm Brogdon. Mais non, je pense que quand même son futur là dans les 2-3 prochaines années, ça reste une 5e, 6e, 7e PS d'un contender. Mais j'étais surpris de le voir pas partir déjà à la deadline. Après, il y a eu... Alors, je sais pas à quel point c'était de l'intox, parce qu'il savait qu'il n'y avait pas de bonne offre pour lui,
ou si c'est vraiment quelque chose qu'il a vraiment ressenti, un besoin qu'il a vraiment ressenti. Mais j'avais vu passer des interviews en disant que non, en fait, il voulait rester à Portland, il voulait devenir un mentor pour les jeunes joueurs. Après, ça peut très bien venir du fait que son agent lui ait dit, non, en fait, c'est soit tu restes à Portland, soit tu vas, je sais pas, tu vas dans un, tu vas. J'essaie de penser à une équipe de playoff. C'est peut-être une citation motivée, tu veux dire. Ouais. Il avait peut-être, voilà. On lui a dit, non, va faire le 10e homme à. Non, en fait, il y a pas de moins bon contexte que Portland, en fait. allez, va te faire t'appeler au play-in à Chicago, voilà, par exemple. Tiens. Ouais. Tu vas être backup à Chicago de Kobe White. Ouais, c'est bon, je reste à Portland et je reste au chaud, quoi. Mais non, mais je pose la question parce que il est déjà parti une première fois de Milwaukee pour avoir ses responsabilités à Indiana. Et c'était pas mal, mais sauf que c'était bon, mais c'était pas bon par rapport au standard NBA. Et on a vu que voilà, il y a des limitations. Une équipe d'arrivée par Brogdon, il va à Boston, 6e homme, mais c'est pas lui qui a choisi, tu vois, c'est un trade. Ouais. Et là, il est rééchangé et il a pas fait. J'ai pas l'impression qu'il ait fait des pieds et des mains pour partir et pour dire non, moi je veux être dans une équipe d'élite, quoi. J'ai plutôt eu l'impression au niveau des déclarations et tout ça de non, mais ça me va moi d'avoir ma petite équipe, quoi, et puis d'aider à faire grandir les jeunes aussi, mais tu vois, d'avoir son rôle, quoi. Et je sais pas à quel point il y a ce côté en bourgeoisement entre guillemets de j'ai eu mes responsabilités et j'aime bien, quoi, aussi. Donc j'ai toujours en tête la version de Milwaukee qui est un des meilleurs 3&D et role players de toute la NBA et j'adorerais le voir dans ce rôle-là. Mais à quel point le fait que voilà, j'ai déjà eu mes responsabilités, j'aime bien, à quel point est-ce que c'est pas aussi un rêve peut-être, surtout comme dit avec les années qui passent et il a moins ce tranchant, notamment ce tranchant pour aller au panier, pour attaquer les close-out, etc. On est plus aujourd'hui sur un joueur qui aime bien avoir ses pick and roll un peu plus lents. Voilà, je sais pas. Je me pose la question, mais en tout cas, sur le fit théorique, tu vois, 25 millions d'années pour l'an prochain, 25 millions, c'est pas des masses, quoi. Si peut-être que Portland va vouloir l'échanger l'an prochain pour justement, avant qu'il parte free agent, mais 25 millions, je sais pas moi, tu le mets en renfort aux Sixers, tu le mets en renfort, tu vois, il y a plein d'équipes où théoriquement un mec porteur de balle, défenseur et shooter d'élite, ce qu'il est toujours, ça peut grandement servir. Donc Phoenix, tu vois, moi Phoenix c'est le premier truc qui me sort là. Phoenix, j'aimerais bien. Est-ce que tu as 25 millions à dégager à Phoenix? Alors non, mais voilà, non. On parle pas de contrat, mais tu vois. Tu vois Warriors à la place de Chris Paul, Warriors. Ça aurait été cool, hein. Ouais. Ça aurait été très cool, je trouve. Mais bon, on suivra ça. On suivra ça, Bonton. Brogdon, ça va beaucoup m'intéresser, moi, l'an prochain, de voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que tu as des stats en plus? Est-ce que tu as même pas forcément des stats, mais des joueurs dont on n'a pas parlé, donc tu voudrais parler? Rob Williams, 6 matchs pour Rob Williams, on peut le mettre de côté aussi. Mais je t'en prie, vas-y. Non, moi je veux quand même reparler un petit peu de Diop Proof très rapidement, hein, juste pour dire, voilà, nous, je me suis peut-être un peu enflammé quand est-ce qu'on en a parlé? Je pense en novembre. Décembre, hein, novembre, décembre, ouais, quand il a explosé. Avant la hype. Ouais, c'est ça. Ceci étant dit, même si la hype est un peu retombée, on reste sur un joueur, donc Diop Proof, pour ceux qui connaissent pas, c'est un pivot qui fait quoi, 2m11, 111 kilos, donc c'est les mêmes mensurations que DeAndre Ayton, en gros, peut-être un petit peu plus petit. Mais on est sur un joueur donc très grand, très lourd, mais qui joue loin du cercle. C'est un mec qui fait du pick and pop. Il prend 8 tirs à 3 points par 75 possessions, donc 81e pourcentile de l'ensemble de la NBA, donc encore plus si on parle que des pivots, pour un pourcentage de 36%, donc dans la moyenne de la NBA, encore plus pour les pivots, qui prend pas tant de rebonds que ça. Rebond offensif ça va, mais rebond défensif, on est en dessous de la moyenne des pivots. Voilà, moi Diop Proof, je serais pas surpris de le voir rester dans une rotation pendant 3-4 ans. Je pense pas qu'il y a plus que ça. C'est pas quelqu'un qui va devenir un starter. Mais tu vois un peu un rôle à la Dwayne Dedmon, tu vois, Dedmon qui a été backup pendant 5-6 ans, quoi. Qui est vraiment la bonne pioche un peu sortie de nulle part aussi pour les Blazers cette année. Ouais, avec un parcours étriqué, ouais. Qui vient du Soudan du Sud. Ça, il fait quoi? Il a 27 ans, presque 28, il sort d'où? Alors qu'il est rookie cette année. C'est ça. En fait, j'ai pas l'historique en tête, mais il est soudanais du Sud, mais il a joué pour l'équipe d'Australie à la Coupe du Monde. Avant ça, il a fait la fac aux États-Unis, je crois. Oui, il a fait LSU. Et ensuite, il est parti en Europe. Il a joué un peu au Liban. Il a joué, il me semble, en Australie aussi en club.
Et puis il arrive en NBA, effectivement, par la petite porte. Il fait Summer League, 10-day contract, contrat garanti, à 28 ans, quoi. Donc c'est sympa. S'il peut avoir 3-4 années en NBA avec un rôle, c'est une très bonne pioche, effectivement. Et puis il a quelques matchs cette saison où il a démontré la valeur structurelle d'un pivot qui s'écarte, en fait. Ouais. Il y a quelques affrontements, tu nous en avais parlé, où on fait le choix de jouer le pick and pop, et du coup, tu as le pivot adverse défensif qui est obligé de s'éloigner du panier pour le pick and pop, et ça libère pas mal de choses, quoi. Donc, pour moi, la question, c'est est-ce qu'il peut défendre. S'il peut défendre, il y a un petit rôle à jouer. Si c'est juste le pick and pop et pas grand-chose d'autre, ça va être un peu limité. Mais par contre, s'il peut un peu tenir défensivement, bon, mais il y a de quoi faire un peu pour au moins une place de rotation plutôt que juste le joueur un peu anecdotique, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que son profil me fait penser un peu... il est presque anachronique. Tu sais, à l'époque où, en fait, avoir un pivot qui tirait à 3 points, c'était fantastique, quoi. Le Spencer Rose, Mike Muscala, ouais. Qui d'autre on a? Byron Mullens. Tu te rappelles avec sa petite moustache là? Oui. Byron Mullens. Mais défensivement, c'est... Alors, on a dit qu'on parlait pas de défense, mais je trouve ça viable, sans être... Voilà, c'est un mec qui est en drop, mais tu vois, il a pas d'impact sur la fréquence au tir adverse au cercle. Donc, enfin même en plus, les attaques prennent plus de tirs au cercle quand il est sur le terrain que quand il est pas sur le terrain. Voilà, c'est pas un gros défenseur non plus. Après, je me dis, si Robert Williams sort du banc l'année prochaine, s'il se fait pas trader, tu prends du A+, tu le mets poste 5, en sachant que derrière t'as Rob Williams qui est là en tant que deuxième défenseur, enfin protecteur de cercle, bah là pour le coup, certes ton poste 5 est pas excellent défensivement, mais t'as quelqu'un derrière pour le couvrir, donc donc ça peut être sympa. Bon voilà, on ne pouvait pas finir cet épisode sans parler de Duapris, donc c'est fait. Et bien voilà pour le bilan 2024 de nos Blazers. Enfin pas de nous on n'est pas fans des Blazers, mais des Blazers en tout cas. On espère que l'an prochain on les fera plus tard. On va dire ça comme ça, qu'il y aura peut-être un playoff. On verra, on espère parler aussi beaucoup mieux de Scoot Anderson après une saison pour l'instant décevante. Mais voilà, merci en tout cas à FD d'être passé sur le Basket Lab pour parler des Blazers 2024. Bah avec plaisir, c'était un épisode tout fait pour moi et je suis content de l'avoir fait. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour cet épisode sur les Blazers qui, je pense, beaucoup de monde n'aura pas forcément suivi cette année. Alors que pourtant, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes à en dire de cette équipe et de pas mal de joueurs assez intéressants également, hein. Que ce soit des jeunes prospects comme Scoot Anderson ou alors même des joueurs un peu plus confirmés comme DeAndre Ayton où on sait pas trop dans quelle direction ça va ou plutôt on redoute que ça aille dans la mauvaise direction. Bref, je pense que on peut être un peu déçu et je sais pas quel est un peu l'avis des fans des Blazers cette année, mais comme dit, moi avant la saison, je pensais que ce serait plutôt une bonne équipe et ça ne l'a pas trop été le cas. On est clairement parti sur un full tanking, sans doute aussi que l'an prochain ce sera un peu le cas, mais ça on verra ça l'an prochain justement. Et donc, eh bien, on se retrouve la prochaine fois, sans doute très bientôt, pour un nouveau bilan de 2024 pour une équipe, je ne sais pas encore laquelle. Je dois dire. Peut-être du Détroit, peut-être une équipe un peu meilleure que ça, je ne sais pas. On verra bien. Et donc, sur ce, je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à FD d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.